Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la dernière version d'ANSYS, la 2021 R2. Je me présente, je m'appelle Bernard Feuillard, je suis basé à Catfem-Renan, à côté de Lausanne en Suisse. Et c'est moi qui vais donner ce webinaire pour l'heure qui suit. Avant de commencer, juste quelques informations sur la plateforme Teams qu'on utilise pour ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cliquant là-haut à droite sur le bouton Question and Answers. Puis je vais essayer de répondre autant que je peux en direct. Et autre option, tout en bas, donc pour ceux qui seraient, on va dire, soit pour les collègues qui arriveraient en retard, ou alors pour vous si vous êtes perturbé pendant la séance, vous pouvez tout simplement faire stop pendant une pause pendant le webinaire et ensuite revenir en arrière ou cliquer sur play une dizaine de minutes plus tard. Donc tout l'événement est en fait est enregistré et à partir du moment où vous faites une pause, moi je continue dans tous les cas à parler et puis vous pouvez suivre en différé le déroulement du webinaire. Donc maintenant je passe au vif du sujet avec les nouveautés 2021 R2 structurelles. Donc comme d'habitude, des nouveautés, il y en a beaucoup. Ces nouveautés-là, on peut les retrouver sur le Customer Portal notamment ou l'aide d'Ansys. Il y a une quantité assez conséquente, ce qui fait qu'on ne peut pas toutes les présenter. Donc comme à chaque présentation, il y a des sélections qui sont effectuées. Cette sélection, cette fois-ci, on va dire, on s'est focalisé sur deux aspects principaux, tout ce qui est connexion avec les cordons de soudure, les précontraintes, les assemblages boulonnés, et le deuxième point de focalisation, c'était tout ce qui était couplage, donc couplage entre physique ou couplage entre modèles de nature identique. Donc ça va être, on va dire, deux grandes catégories qu'on va retrouver à travers les nouveautés que je vais vous présenter dans l'heure qui suit. Donc tout ça, ça nous donne l'agenda ici présent. On va parler d'interface graphique, de maillage, d'Ansys Mechanical, d'optimisation structurelle, nouveau terme, vous allez voir, de Alice Dyna, d'Ansys Motion, de combinaison de modèles, de couplage pour la multiphysique et enfin de licence avec quelques nouveautés liées à la gestion des géométries. Donc je commence avec tout ce qui est interface graphique. Donc premier point, il y a un changement de logo, donc soyez pas surpris. Maintenant les logos, pas uniquement de Workbench, mais aussi de Mechanical, de SpaceClaim, de l'ensemble des modules, sont tels que présentés ici sur fond noir. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Autre nouveauté sur l'interface graphique, quand vous créez des sondes de résultats, donc typiquement vous avez vos résultats à la fin, vous voulez évaluer à quelques endroits la déformation ou la contrainte, l'élongation, etc. Vous générez ces sondes. Mais il y a des fois où on veut aussi utiliser en complément ce scale factor, donc ce facteur de mise à l'échelle qui vous permet soit d'augmenter la déformation artificiellement du système, soit la réduire si elle était trop conséquente. Et bien maintenant, les deux sont compatibles. Donc, la sonde va suivre le taux de déformation que vous demandez pour la visualisation. Animation, donc Ansys souhaite rendre le post-processing plus efficace avec des vidéos qui, notamment sur des gros modèles qui sont lisibles de manière plus rapide. Donc à l'heure actuelle, ça reste une option bêta, mais vous pourrez la retrouver dans les options graphiques sous mode d'animation en cliquant sur Accelerated. Ça ne supporte pas encore tous les types de résultats. En tout cas, c'est la direction que prend Ansys et elle est déjà disponible en partie sous mode d'animation. Autre point, si jamais vous faites du big data ou des choses comme TensorFlow vous parlent, si ça vous parle pas, si vous avez des collègues dans votre entreprise qui sont data scientists, alors ça vaut le coup de leur parler de cette nouveauté ici. C'est le package MAPDL Python. Donc l'idée c'est de pouvoir programmer en Python et que la programmation Python soit compatible avec le langage APDL de Mechanical. Donc pourquoi pour les data scientists? Parce que derrière ils ont accès à plein de bibliothèques sur Python pour traiter les données et donc ça leur permet de communiquer directement avec Ansys.
Donc, comment est-ce que ça fonctionne pour générer des scripts Python pour obtenir les résultats que l'on souhaite, ou à l'inverse, demander des inputs particuliers, prescrire des inputs particuliers. Eh bien, au lieu de générer un snippet APDL, comme on le fait de manière classique, on va insérer cette fois-ci un code Python en faisant clic droit, insertion, Python code, et ensuite vous définissez vos codes Python. Voilà pour la partie interface graphique. Je passe maintenant à la partie maillage. Dans la partie maillage, il y a des nouveautés concernant la modélisation de cordons de soudure, puisque maintenant la modélisation peut être effectuée aussi sur la base d'éléments 1D, en l'occurrence ici d'éléments poutres. Donc ces cordons de soudure, je sais que c'est pas forcément connu de tout le monde, donc je vais juste me permettre de vous présenter un petit modèle qu'a réalisé un collègue. Donc il a importé depuis SpaceClaim toute une série de surfaces qui ne sont pas en contact les unes avec les autres. Donc par exemple, si vous voyez un corps, là vous voyez un autre corps, les deux ne sont pas en contact. Et bien il a généré des cordons de soudure pour assembler ces deux plaques ensemble. Pour les générer, c'est assez simple, on va sur maillage, insertion, et ensuite on clique ici sur Weld, cordon de soudure. Et ensuite, il y a toute une série d'options qui sont disponibles pour générer le cordon de soudure tel que vous le souhaitez, avec les dimensions que vous souhaitez. Donc la nouveauté maintenant, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des cordons de soudure de ce type-là en 3D, mais qu'on peut avoir une modélisation ici 1D sur la base de poutres, comme vous pouvez le voir ici, pour les cordons de soudure. Donc ces cordons de soudure, ils fonctionnent à la fois pour la partie donc, structurelle, mais aussi pour les échanges thermiques. Donc vous pouvez imposer des conditions thermiques, vous pouvez imposer des conditions structurelles, et le cordon de soudure, tel que modélisé ainsi, assurera la connexion entre les plaques. Il y a encore d'autres nouveautés aussi sur ces cordons de soudure là. Par exemple, si jamais il y en a certains qui ne sont pas très bien définis, quand vous avez des messages d'erreur, vous pouvez aller sur les messages d'erreur, vous faites un clic droit, et ensuite vous avez cette option qui s'appelle Show Problematic Geometry. Et en cliquant dessus, eh bien, vous aurez une vision d'ensemble des cordons de soudure qui posent souci. Donc cette méthodologie, elle n'était pas disponible pour les cordons de soudure, et juste je me permets de préciser que c'est pas un réflexe qui est nouveau à avoir. Si vous avez par exemple un maillage qui ne converge pas, eh bien vous faites de la même manière un clic droit, Go to Object ou Show Problematic Geometry. Et en général, si la source du problème est bien identifiée par Mechanical, Mechanical vous montrera où est le problème de maillage, où est le problème de conditions limites auquel le message d'erreur fait référence. Peut-être un dernier point sur les cordons de soudure. Donc, s'il y en avait certains d'entre vous qui ne connaissaient pas cette option, pour les générer, c'est en partie normal puisque ça fait 2 ans surtout que ça a été mis en place. Et à chaque nouvelle version d'Ansys, il y a des améliorations là-dessus. Donc, c'est un axe de développement, je ne vais pas dire forcément principal, mais en tout cas conséquent, d'Ansys sur la gestion des cordons de soudure. Il existe d'autres types de gestion pour les cordons de soudure. On peut travailler par partage de topologie, qu'on mettrait en place par exemple avec SpaceClaim. On peut générer aussi des cordons de soudure directement dans SpaceClaim avec la géométrie que l'on souhaite. Et il y a aussi d'autres outils comme des extensions CADFEM pour les recommandations FKM qui permettent aussi d'évaluer les cordons de soudure. Donc il y a plein d'autres choses qui tournent autour de ces cordons de soudure, mais ici on a montré une méthode, c'est pas la méthode unique. Puis si jamais vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. Autre nouveauté pour le maillage, je vais directement sur la fin, si vous faites un clic droit sur modèle, vous allez voir ici l'outil Feature Detection. Donc l'idée ici, c'est de faciliter la préparation du maillage et des paramètres locaux de maillage. Par exemple, si vous voulez attraper tous les filets de votre géométrie qui sont compris entre telle et telle valeur de rayon, eh bien vous pouvez le faire maintenant avec ce feature detection. Donc vous dites que vous voulez attraper les filets dont par exemple le rayon est inférieur à 15 mm, et vous voulez pour ces filets-là que automatiquement un traitement de maillage soit appliqué. Ça peut être un face meshing, ça peut être, il y a plein d'options ici, vous en voyez, on va regarder lesquelles sont disponibles. Mais donc il y a voilà, vous les avez ici, donc toute une série d'options qui sont disponibles, et comme ça génère automatiquement tout d'abord une sélection nommée qui correspond à la sélection des filets, et en plus de ça, automatiquement, sous maillage, vous verrez apparaître la déviation,
le washer control ou le repair topology par exemple, que vous souhaitiez appliquer pour ces filets-là. Sous maillage, il y a peut-être des choses nouvelles que vous voyez ici, notamment le repair topology ou le washer. Le repair topology, ça permet de faire des choses équivalentes à ce qu'on faisait avec la topologie virtuelle, qui était aussi accessible directement sous modèle, insertion, virtual topology, à part qu'ici, on peut le faire au niveau local, au niveau du maillage. Ça permet de fusionner des faces entre elles, de supprimer des arêtes, etc. Donc ça facilite encore le travail de maillage et de gestion de la géométrie depuis l'interface graphique Mechanical. Au niveau du washer, ça vous permet de générer ici des maillages qui vont donc prendre en compte la tête de vis ou une rondelle de manière à avoir des maillages uniformes. Autre nouveauté au niveau du maillage, c'est cette option Pull que vous verrez en faisant clic droit sur maillage, insertion, là où vous avez le face meshing, le sizing, tous les types de dimensionnement que vous pouvez avoir. À la fin, il y a écrit Pull maintenant, à partir de 2021 R2. À quoi ça sert si vous avez une surface plane, vous avez importé une géométrie 2D par exemple, vous l'avez maillée, vous souhaitez maintenant travailler en 3D sur par exemple une portion de disque, sur une géométrie qui se voulait plus ou moins axi-symétrique, et vous allez utiliser l'outil Revolve dans Pull qui va vous permettre de générer un maillage de révolution, enfin une géométrie de révolution, un maillage de révolution. On peut utiliser ça quand, par exemple, en statique, c'était suffisant de travailler en 2D, et ensuite on souhaite générer un calcul modal pour lequel travailler en 3D nous permettrait d'attraper d'autres modes. Et donc, plutôt que de revenir sur la géométrie et de travailler là-dessus, ou de demander aux collègues qui travaillent avec la géométrie de nous envoyer une nouvelle géométrie, eh bien, on peut faire ça seul avec uniquement l'interface graphique d'Antis Mechanical. Vous avez ici le process qu'on vous enverra. Autre exemple, si vous avez une géométrie avec donc une surface intérieure, une surface extérieure, vous pouvez mailler les deux et à partir de l'option Pull toujours, mais cette fois-ci l'option Extrude. Donc on va faire une extrusion du maillage et vous allez pouvoir générer ce type de maillage. Voilà pour la partie maillage. Alors j'ai des questions, je vois sur Python où on me demande s'il y a des bibliothèques notamment NumPy qui sont disponibles. L'idée c'est qu'après tout soit disponible par l'interface Python. Maintenant sur Mechanical lui-même, si on souhaite y intégrer des choses à l'intérieur, je vais regarder le contenu, puis ceux qui sont intéressés, vous pouvez me laisser vos coordonnées et puis je vous réponds là-dessus. Donc Ansys Mechanical, je vais parler de précontraintes de vie. Donc c'est une nouveauté qui revient, on va dire, pour peut-être la deuxième ou troisième fois. Il y avait eu plusieurs travaux qui avaient été établis dans les précédentes versions sur la gestion des grandes rotations au niveau des précontraintes. Donc les précontraintes, c'est quoi l'idée? Si j'ai une vis comme ici, l'outil précontrainte va nous permettre de scinder la vis en deux, de mettre en place une précontrainte soit par une force, soit par un déplacement initial. On va ensuite bloquer ce déplacement initial et travailler avec le modèle tel quel. Si vous avez un piston qui est amené à tourner, il y avait dans le passé ce souci de compatibilité tout simplement entre la précontrainte et les grandes rotations. Ça a été corrigé en partie dans la version précédente. Et puis maintenant, dans l'interface graphique, vous verrez, c'est absolument clair. Quand vous avez le Ball Pretension, si vous allez au niveau de la formulation, vous pouvez, au lieu de le laisser Program Control, de choisir vous-même soit l'outil prétention, comme c'était fait dans le passé, qui n'est valide que pour les petites rotations, soit la formulation par joint, qui va utiliser des MPC et qui, elle, va être compatible avec des grandes rotations. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus clair avec l'interface graphique telle qu'elle. Peut-être de présenter un modèle, c'était celui que j'avais mis dans la slide. Donc Ball Pretension, on part sur formulation, formulation, et on choisirait l'option joint si on souhaite que cette pièce-là tourne, par exemple, avec des grands angles autour de Z.
Pour information, c'est pas une nouveauté, mais je sais que c'est pas forcément connu de tout le monde, ce bolt retention là. Donc il est utile et compatible sur toutes les géométries de vis, à partir du moment où elles sont cylindriques. Néanmoins, il y a plein de fois où on ne dispose pas de la géométrie de vis, il n'y a pas forcément besoin de la recréer. Dans beaucoup de cas, ça suffit aussi de mettre un élément poutre et la partie bolt retention est compatible avec les poutres. Pour cela, au lieu de choisir une géométrie, vous irez choisir une beam connection et choisir la poutre associée. Ça permet comme ça de gérer des précontraintes sur des systèmes vissés avec un grand nombre de vis de manière particulièrement efficace. Autre nouveauté, donc déjà dans les versions précédentes, il y avait eu des nouveautés sur le quasi-statique. Donc l'idée, c'est que dans les paramètres d'analyse, si on a un modèle qui est très difficile à converger, parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec une rigidité qui est quasiment nulle le temps que le contact s'établisse, eh bien on pouvait activer cette option quasi-statique. Ça a activé le passage en calcul transitoire, tout simplement. Et comme les inerties, les vitesses étaient considérées, ça nous permettait de converger en certains moments, là où on ne pouvait pas sur un calcul statique typique. Donc maintenant, la nouveauté, c'est qu'il y a une ligne de commande qu'on peut rajouter qui s'appelle ce solo pour Solution Option Command et qui permet de passer automatiquement de statique à quasi-statique quand il y en a le besoin. Donc l'idée, c'est quand il n'y a pas besoin de l'option quasi-statique, on reste en statique pur. Et quand il y a des difficultés pour converger une rigidité qui devient nulle, par exemple, eh bien, le logiciel va tout seul passer en mode quasi statique, activer cette partie transitoire pour revenir plus tard en mode statique. Et puis maintenant, le Bolt Assessment inside ANSYS, connu aussi sous le nom de BAYA, c'est une extension 4FEM qui permet de gérer et surtout d'évaluer avec précision tout ce qui va être assemblage vissé. Donc cette évaluation, elle se fait en particulier sur la base de la norme VDI 2230. Il y a eu des nouveautés aussi là-dessus. Donc sur tout ce qui va être assemblage vissé, il fallait à l'époque créer les poutres précédemment, les importer dans Mechanical. Maintenant, c'est plus requis. On peut tout créer depuis l'interface Mechanical au niveau des contacts, au niveau des poutres, avec cette option que vous voyez ici, le Bolt Line Bodies. Il y a aussi des nouveaux types de résultats qui sont disponibles. Donc on peut regarder les longueurs minimales d'engagement de la vis qui sont requises. Donc il y a tout un rapport qui va être publié sur l'ensemble des vis pour vous dire les valeurs requises. Et on va pouvoir aussi visualiser eh bien, les contraintes équivalentes au niveau des vis, ainsi que le ratio. En fait, c'est ce ratio d'utilisation. Donc la contrainte équivalente divisée par la limite élastique. Ça, vous avez le degré de sollicitation de l'ensemble des vis. De manière générale, donc j'ai parlé ici de normes. Donc effectivement, il y a la norme VDI 2230, mais au-delà de la norme, il y a tout ce qui est études eh bien de vis au sens large du terme, d'études comparatives. Ici, un autre exemple qui a été réalisé ici par l'HEARC, qui considérait sur un système horloger la probabilité que certaines vis puissent se desserrer, donc tout simplement en étudiant les pressions de contact. Donc ça, c'est des choses qui sortent déjà de ANSYS Mechanical. Ici, cette extension permet de gérer ça de manière, on va dire, plus visuelle et de manière intégrée, où il faudrait avoir des calculs parfois un peu longs et laborieux à la main pour arriver au même résultat. Donc ça, c'est l'outil Bolt Assessment Inside ANSYS. N'hésitez pas s'il y a des questions là-dessus. À les poser dans le chat ou à nous recontacter. Et de manière générale, donc il y a plein d'extensions qui existent, développées par 4FEM pour ANSYS. Et toutes ces extensions-là sont maintenant aussi disponibles pour la version 2021 R2. Donc les mises à jour ont été réalisées. Donc pour tous ceux d'entre vous qui les utilisent, vous pouvez déjà les installer. Ici, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plus l'état des lieux sur les améliorations au niveau de la parallélisation. Donc chaque année ou à chaque nouvelle version, il y a des améliorations sur la parallélisation et sur les temps de calcul. Donc les parallélisations ici, ce sont sur des calculs notamment thermiques et thermomécaniques.
On peut voir des choses avec un nombre de cœurs extrêmement grand. Donc vous allez me dire que ça ne correspond pas à ce que vous faites avec 1006 cœurs, je le comprends absolument. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on arrive à paralléliser sur 1006 cœurs, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, les outils de parallélisation sont de plus en plus efficaces puisqu'ils peuvent inclure dans le travail de plus en plus de cœurs. Et au-delà de ça, si on regarde par exemple cette ligne ici pour le calcul thermique, sur les 4 dernières colonnes, donc depuis 2017, le nombre de cœurs est identique. Et puis on peut remarquer qu'il y a une réduction par un facteur 4 du temps de calcul pour ce calcul thermique. Donc non seulement on peut paralléliser avec plus de cœurs, mais pour un nombre de cœurs constant, la performance est chaque année accrue. Donc je passe maintenant à la partie Structural Optimization, que j'ai renommé ici Topology and Shape Optimization. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc l'optimisation topologique, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devaient savoir ce que c'était. On fait un calcul structurel et par-dessus, on pouvait rajouter un bloc optimisation topologique qui allait retravailler la géométrie, en tout cas le maillage, de manière à typiquement conserver la rigidité du système, mais en réduisant sa masse. Ça, c'était l'application typique. Maintenant, ce bloc Topology Optimization sur la 2021 R2, vous n'allez plus le trouver. C'est pas que ça n'existe plus, c'est que ça a été complété par d'autres types d'optimisation. Donc maintenant, on peut faire de l'optimisation de forme, de l'optimisation lattice et aussi de l'optimisation topologique. Et l'ensemble de ces optimisations-là sont regroupées sous un module unique qui s'appelle Structural Optimization. Vous trouvez donc ici dans la boîte à outils ANSYS. Et c'est une fois que vous allez définir dans les options d'optimisation les différents paramètres que vous pourrez cliquer sur Optimization Type et choisir celle qui vous intéresse. Alors pour être un petit peu plus clair là-dessus, sur la différence entre optimisation topologique, optimisation de forme, etc. Alors, reprenons avec l'optimisation topologique. Vous prenez une géométrie telle que présentée ici, un cas de charge tel que présenté là, donc typiquement on est juste en compression axiale, hein. Donc ce que ferait une optimisation topologique, c'est qu'elle reprendrait le maillage, elle regarderait les éléments qui contribuent le plus à la rigidité, et les éléments qui contribuent le moins, elle les enlèverait tout simplement. Et en les enlevant, comme ça, on peut réduire la masse tout en conservant une rigidité qui est équivalente, très peu altérée. Donc l'optimisation topologique, elle vous donne toujours un résultat qui est contenu dans le modèle initial, dans le volume initial. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec quelque chose qui est plus large, ce sera toujours plus fin ou creusé. Et c'est là la différence avec l'optimisation de forme. L'optimisation de forme, restons dans le même cas de figure, où on souhaite garder la rigidité tout en minimisant la masse, par exemple supprimer 50% de la masse. Bien l'optimisation de forme, elle, va se permettre de déplacer les éléments. Donc c'est comme ça que l'optimisation de forme va vous permettre d'arriver à de nouvelles formes, telles que celles présentées ici. Donc effectivement, si on va avoir une rigidité axiale qui est élevée, avec très peu de masse, donc très peu de volume, eh bien, ça paraît assez logique que c'est la forme ici idéale, quelque chose qui n'est pas coudé, de manière à avoir le plus de rigidité. Donc ça, il y a uniquement l'optimisation de forme qui peut vous le donner, et c'est ça la nouveauté. C'est une nouveauté assez forte hein, dans ANSYS pour tout ce qui est optimisation. Donc là, je voulais présenter sur cet objectif de conserver la rigidité et réduire la masse. Maintenant, l'optimisation de forme, on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses, et notamment pour essayer de réduire les pics de contraintes et les zones auxquelles la plastification est attendue. Donc, vous générez votre calcul statique, vous visualisez des élongations plastiques en certains endroits. À ce moment-là, vous utilisez votre bloc Structural Optimization que vous mettez par-dessus le bloc statique. Vous choisissez l'option Shape Optimization, donc optimisation de forme. Et là, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va essayer de réduire la quantité d'élongation plastique contenue dans le modèle. En l'occurrence, ici, c'est particulièrement efficace puisqu'il y a une réduction de l'ordre de 90%, de 90% en termes d'élongation plastique. Tout simplement en déplaçant un petit peu les éléments, on a quelque chose qui va être un petit peu plus gros, des rayons un peu plus doux, et donc
automatiquement une réduction eh bien de la surcharge dans cette région-là. Ça fonctionne aussi sur des géométries plus complexes, telles que présentées ici, avec des pics de concentration de contraintes qui vont être réduits de facteur plus ou moins 2 sur ce système-là, avec cette étude. Alors, je vois aussi que j'avais loupé la question sur le Bolt Assessment que j'ai présenté précédemment. Cette extension-là, c'est une extension qui ne fait pas partie d'un package particulier, qui en plus qui est distribué par 4FEM. Puis si ça vous intéresse, je vous incite à nous contacter et puis on vous présentera tout ça. Et pour la partie optimisation de forme, ouais, je vois que j'ai répondu à la question, donc c'est bon. Parfait, je vais de l'avant. N'hésitez pas du coup à poser les questions en direct. LS-DYNA, donc des petites nouveautés là-dessus. Donc il y a possibilité maintenant de gérer des précharges avec un solver implicite directement depuis Analysis Settings. On va venir gérer les contrôles implicites. Autre nouveauté, c'est tout ce qui va être redémarrage avancé, c'est-à-dire qu'on peut mettre maintenant des blocs redémarrage qui vont pouvoir appeler déjà premièrement différents modèles. C'est-à-dire qu'on peut prendre un fichier K qui serait issu de ce bloc LS-DYNA A et un fichier K qui viendrait d'un bloc external model. Et les deux seraient fusionnés au sein du même bloc. L'autre avantage, c'est qu'on travaille sur une fenêtre graphique qui est différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas le modèle A et à la suite le modèle B, on va avoir la feuille mechanical dédiée uniquement à ce redémarrage. Pour être plus clair, je vais juste vous présenter deux choses. La première, c'est le modèle O. Donc j'ai pris ici une géométrie dans laquelle il y avait une pénétration initiale au niveau de ces deux joints. Vous pouvez voir ici. Il y a un contact qui a été défini. Ce contact au niveau de contact property, on l'a renommé en interference. Comme ça, le logiciel, c'est automatiquement qu'il va devoir sortir, gérer cette pénétration initiale. Et au niveau des paramètres d'analyse, au lieu de le gérer de manière explicite, on va le gérer de manière implicite. Au niveau de implicit control, je donne pas de temps, sachant que j'avais un temps de simulation de 0,1 seconde. C'est la seule chose que j'ai à gérer sur ce calcul-là. Je clique sur Solve, et puis ça avait pris une dizaine de secondes. 7 secondes, et j'obtiens par calcul implicite la gestion de la pénétration initiale. Une fois que j'ai réalisé cela, ce que je peux faire, c'est essayer d'intégrer cela dans un modèle plus complexe. Je vous montre mon Workbench, s'il veut bien arriver. Le voici. Donc là, c'est le modèle que je viens de vous présenter. J'ai récupéré un fichier .k qui est juste une pièce supplémentaire, autre part. Et je vais lier les deux en un nouveau bloc, LS-DYNA Restart, que l'on peut retrouver juste en dessous de LS-DYNA. Maintenant, je vais ouvrir ce modèle, modèle P, donc. Et maintenant, ce qu'on peut voir dans la géométrie, c'est que j'ai ma géométrie précédente, celle auquel j'avais les deux joints qui s'interpénétraient, et en plus, j'ai celle de mon deuxième fichier K, que j'ai rapatrié par ce external model, qui est ici présent. Donc maintenant, je peux redéfinir les conditions limites à 0. Je peux vraiment, c'est pas même pas je peux, c'est si je dois tout refaire. Voilà, donc on oublie tout ce qu'il y a eu dans le passé. La seule chose qu'on va réutiliser, c'est ce stress initialization. Donc tout cette précontrainte qu'on a modélisé précédemment va se retrouver complètement intégré au modèle. C'est-à-dire quand je vais lancer le calcul, j'avais calculé sur 0,1 seconde pour la précontrainte, et bien maintenant, tout ce que je fais, c'est après 0,1 seconde. Donc je définis le déplacement par exemple après 0,1 seconde et j'obtiens mon nouveau système. Donc au tout début, c'est la gestion de la précontrainte qui est récupérée et ensuite c'est le déplacement ici de ma plaque au niveau de mes deux structures en élastomère. Donc là, ça montre une direction que
que prend Ansys aussi, la volonté d'essayer d'avoir des blocs qui puissent se combiner les uns aux autres, de travailler, on va dire, séparément, gérer la pré-contrainte, ensuite je fais un restart, etc. Il y a encore un petit peu des limites de jeunesse au niveau des corps rigides, ces restarts-là, il peut y avoir quelques limites, donc peut-être aux prochaines releases, ça n'apparaîtra pas. Et aussi, il y avait eu certains commentaires qui avaient été remontés. Donc chez les personnes qui utiliseraient Ansys en anglais, mais qui auraient Windows qui n'est pas en anglais, pour LS-DYNA, il avait été remarqué que parfois il y avait des problèmes de compatibilité. Bien maintenant, depuis la 2021 R2, dans les options bêta, vous allez avoir une option qui permet de lutter contre ces problèmes un petit peu de langue entre Windows et Ansys, le temps que ça soit formellement complètement corrigé. Donc pour le retrouver, donc déjà pour activer les options bêta, vous allez dans Tools, Options, Appearance. C'est une option d'affichage, ces options bêta. Et tout en bas, vous activez les options bêta ici. Ensuite, vous allez au niveau de Mechanical. Et au niveau de Mechanical, quand vous travaillez avec LS-DYNA, donc dans une autre langue que la langue de Windows, vous allez activer cette option bêta ici. Donc le LS-DYNA Language Localization for LS-DYNA. Et ça va vous permettre parfois, pour ceux qui avaient des problèmes, ça fait un petit peu cas de support du coup, mais voilà, donc pour tous qui pouvaient avoir des problèmes à cause de la langue de LS-DYNA, ça devrait les résoudre. Et pour tous les autres, il n'y a rien à faire. Voilà. Sinon, au niveau des pré-contraintes, je rappelle aussi, parce que je vais montrer cette nouveauté-là, mais ça ne veut pas dire que maintenant il faut tout faire avec ce process ici présent. Le process, on va dire classique, c'est celui que je vais vous présenter à l'instant. Je prends ce bloc G que je vous amène. L'autre idée, quand on a des pré-contraintes, c'est de mettre en place une Dynamic Relaxation, que vous trouverez sous LS-DYNA Préprocessor, ici. Et ensuite, en faisant ça, tout ce qui va être pré-contrainte va être calculé avant le début du calcul. C'est-à-dire que le calcul explicite commence à t égale 0, et le calcul que vous souhaitez de pré-contrainte, qui sera explicite ou implicite, sera calculé précédemment. Pour obtenir les résultats de cette simulation de pré-contrainte, il vous faudra mettre une petite carte ici, qui est toute simple. Je la montre, vous pouvez la recopier telle qu'elle. Donc il faudra demander les fichiers D3, DRLF. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez les retrouver, les ouvrir dans LS Prépost, et vous pourrez constater la gestion de la pénétration dans le D3 DRLF. Et comme ça, quand vous commencez votre calcul, eh bien, au temps déjà 0, vous pouvez voir que la pénétration n'existe plus. Elle a déjà été gérée puisqu'elle était faite avant le temps 0. Ce qui vous permet, vous, ensuite de mettre en place vos déplacements, vos autres conditions limites, de manière générale. Voilà. Donc cette méthode existe toujours. Donc, maintenant, il y a deux méthodes. Voilà pour LS-DYNA. Peut-être dernier point, c'est dans les options bêta aussi. Si vous les activez, il y a ce Keyboard Manager. Donc pour tous ceux qui écrivent des cartes LS-DYNA depuis Mechanical, plutôt que d'aller sur LS Prépost pour les générer et ensuite faire copier, coller dans Mechanical. Avec ce Keyboard Manager en option bêta, vous pourrez retrouver plus aisément eh bien, la bonne terminologie pour les différentes cartes. Ansys Motion. Donc Ansys Motion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil multicore d'Ansys qui a été intégré il y a à peu près 2 ans. C'est serait l'équivalent de RBD en très amélioré, avec une gestion des contacts très évoluée et la possibilité de gérer des corps flexibles de manière particulièrement efficace, de telle sorte à ce que pour beaucoup de cas de figure, le logiciel rivalise avec LS-DYNA. Donc une des choses qui a été améliorée, c'est la gestion des contacts, qui était déjà en point fort, donc il y a encore des améliorations là-dessus, notamment quand il y a de nombreux corps. Autre chose, c'est sur l'intégration, donc Ansys Motion qui était à la base un outil standalone et intégré à chaque release de manière conséquente et plus approfondie dans l'interface graphique standard de type Mechanical. Et là, dans les nouveautés, vous avez ici une liste et j'attire votre attention sur deux d'entre elles, c'est l'outil Scénario et l'outil Point Mass. Donc, je vous donne un exemple d'application, qui est ici un exemple horloger, mais qui va parler à n'importe quelle personne qui étudie des mécanismes.
Donc ici, l'idée, c'est d'avoir un ressort qui va être précontraint sur un marteau, et ensuite ce marteau va être lâché et venir percuter cette pièce qui s'appelle le cœur, qui est reliée à des aiguilles. Bien comme vous pouvez le voir, cette pièce rouge, le marteau, au début, elle est maintenue pendant la phase de précontrainte, et ensuite, il faut la lâcher. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire, si on parle à PDL, du Equile Live, si on parle à LS-DYNA, du Birth and Death, donc l'idée c'est d'activer, désactiver des conditions limites. Ça c'était possible dans l'outil standalone, bien entendu, mais c'était pas encore possible dans l'outil, dans l'interface graphique Mechanical. Bien maintenant c'est chose faite, ça a été intégré, ça a aussi été intégré à la suite de la demande de CADFEM pour plusieurs, on va dire utilisateurs ou voilà, industrie utilisatrice de ce type de solution. Donc s'il y a des commentaires sur d'autres choses qui manquent, n'hésitez pas et nous on fera remonter aussi. Et autre chose qui a été rajoutée, c'est tout ce qui est point mass. Donc si vous avez par exemple au niveau du cœur ici la pièce grise, il y a des aiguilles qui sont reliées à ça, l'aiguille de la montre. Eh bien, on peut rajouter donc une masse supplémentaire qui correspond à ces aiguilles. C'était aussi possible en standalone et c'était pas possible dans l'interface Workbench. Maintenant, c'est corrigé. Donc le message à tirer de cela, c'est si vous avez des études de mécanisme, que vous souhaitez le faire avec un SysMotion, l'essentiel d'entre elles, ou la quasi-totalité, sera directement faisable sous Workbench. Donc il n'y a plus besoin de se focaliser sous le standalone. Je vous recommande d'utiliser Workbench, vous allez voir, vous irez beaucoup plus vite pour la création des contacts, pour le maillage, pour les sélections multiples, enfin pour toutes les choses qui font que l'interface Mechanical est particulièrement performante. Je vous recommande de l'utiliser pour le pré-processing. Voilà pour la partie motion. Maintenant pour la partie substructuring, combinaison de modèles. Alors tout ce qui est substructuring, je pense que c'est pas forcément connu de tout le monde. Alors je vais le présenter de deux manières différentes. La première avec une introduction, on va dire, plus basée sur de la dynamique, avec ici le module RBD. Quand vous avez plein de corps rigides sous RBD, que vous souhaitez néanmoins étudier les contraintes dans une pièce, ou du moins prendre en compte la flexibilité de cette pièce-là, vous avez la possibilité de le faire à partir de la base modale. C'est-à-dire que sur ce corps-là, vous allez calculer les fréquences propres et les modes propres associés. Et ça vous fait une base modale. Et on va dire que toutes les déformations qui vont se passer devront être qu'une combinaison de ces différents vecteurs qui correspondent à cette base modale-là, fréquence et mode propre associés. Donc c'est ça qu'on appelle un super élément. Donc dans la partie RBD, c'est apprécié pour avoir des calculs avec un peu plus de précision, puisque vous avez la flexibilité qui est dedans. Et vous pouvez faire la même chose sur des calculs, par exemple, de type structurel statique. Alors vous allez me dire, en statique, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'on a déjà les contraintes. L'idée, c'est si vous avez des très gros assemblages, très lourds, qu'il y a certaines pièces pour lesquelles la flexibilité, elle est importante, mais les valeurs ne le sont pas tant que ça. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que la rigidité est linéaire, elle ne va pas évoluer avec les conditions limites, avec les différents calculs. Donc il y a plein de pièces que vous pouvez simplifier, qui doivent être flexibles, mais que vous pouvez simplifier, et uniquement certaines d'entre elles pour lesquelles vous avez besoin de beaucoup de précision. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez, au niveau des corps, créer ces super éléments. Pour ça, vous allez sous Modèle, clic droit, Insertion, Condense Geometry, et ça va vous laisser la possibilité de générer ces super éléments aux endroits où vous le souhaitez. Et vous maillez de manière normale uniquement les corps pour lesquels vous avez besoin d'une grande précision. Et ça va vous permettre de calculer de manière particulièrement rapide des très gros systèmes. Donc maintenant, la nouveauté, parce que ça c'était pas nouveau, ça a été présent depuis déjà de nombreuses versions. Maintenant, on peut importer ces super éléments dans des systèmes de coordonnées qui sont différents. Il y a d'autres choses aussi qui ont été faites pour faciliter l'utilisation de ces super éléments-là. C'est que vous pouvez importer des super éléments qui ont été générés au fichier .demig ou au fichier .sub. Donc, avec ces trois nouveautés-là, vous avez vraiment la possibilité de travailler sur des très grosses structures. Donc, si vous êtes dans ces cas de figure-là, vous pouvez dès à présent générer vos bases de données en super éléments
et ensuite vous les importez les unes après les autres selon le besoin dans votre système, et vous aurez des choses qui calculent très rapidement. Donc ici, c'est un exemple aussi d'application, si vous avez plusieurs, gros blocs, de modèles dans votre assemblage, vous pouvez les mettre en place dans Workbench et ensuite tous les rassembler au sein d'une structure statique, unique. Voilà donc pour ce couplage. Du moins entre, les différents super éléments, et maintenant on va parler de couplage, mais à un niveau, heu, plus haut, puisqu'on va parler de couplage entre les différentes physiques. Donc une des nouveautés, c'est de pouvoir coupler maintenant dans Workbench ce coupled field static, module avec, Fluent. Donc coupled field static, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une nouveauté depuis je crois 2 ans, dans lequel, on peut faire un calcul à la fois structurel et thermique. Donc pour faire de la thermomécanique, c'est particulièrement adapté. Si vous avez par exemple, un contact qui s'établirait, selon, la température des corps. À telle température, le contact est établi, ou du moins les pièces sont bien rapprochées de manière conséquente, et avec telle autre température, les pièces se sont écartées. Eh bien, vous imaginez bien que sur la partie fluidique, si les pièces sont plus ou moins écartées les unes par rapport aux autres, ça va complètement changer l'écoulement. Et comme ça va changer l'écoulement, ça va changer aussi, eh bien, les coefficients, de transfert thermique, ça va changer, la valeur, de température, perçue, par la structure, puisque le fluide n'est pas arrivé ou est arrivé dans d'autres conditions à cet endroit-là. Donc il y a une dépendance ici, de ce calcul thermomécanique au calcul, fluidique et inversement. Donc c'est pour cela que ce bloc system coupling existe. Donc le bloc system coupling, c'est pas juste un bloc unique, c'est un bloc qui va faire une itération en fait entre ce bloc B et ce bloc D. Il va itérer, c'est un couplage faible qui est fait, jusqu'à arriver à convergence, c'est-à-dire que, les résultats du bloc B, font sens par rapport à ce qui est modélisé dans le bloc D. À quoi ça ressemble ce système coupling? Vous pouvez gérer les différents, éléments ou, entités qui vont être échangées. Ça peut être des entités thermiques, des entités structurelles, et au niveau du modèle en soi, vous avez la possibilité de choisir, donc ici non pas les entités, heu, qui sont échangées, mais les régions, géographiques où ces échanges ont lieu en définissant ces system coupling regions. Donc voilà pour le couplage avec Fluent. Maintenant, couplage pour tout ce qui va être calcul vibratoire, lié au bruit par exemple, il y a plusieurs nouveautés, je vais en citer quelques-unes. Le fait de pouvoir depuis un Sysmotion, heu, envoyer les résultats directement sous Mechanical pour des calculs harmoniques, acoustiques, donc notamment pour tout ce qui est simulation de moteur, c'est particulièrement utile. Ensuite, on a la possibilité aussi de faire des calculs, donc ça c'est une autre nouveauté, modal et harmonique pour des systèmes piézo-acoustiques. Encore d'autres nouveautés, on a ici sous TwinBuilder la possibilité de travailler avec ce ROM, c'est quoi? Ce sont des réseaux de neurones. En fait, vous avez des modèles réduits pour de la vibratoire structurelle lorsque vous voulez faire des calculs sur la base acoustique qui sont disponibles. Donc c'est des simplifications, hein, mais ça permet d'aller quand même assez loin dans la simplification en termes de précision au final. Et le dernier point au niveau de VR Experience Sound, il y a aussi des nouveautés là-dessus. Si vous voulez regarder les effets vibratoires pendant le démarrage d'un moteur par exemple, il y a plusieurs aspects, qui sont novateurs là-dedans. Je l'évoque juste de manière générale, et tous ceux qui sont intéressés juste, faites-le moi savoir et je vous donnerai plus d'informations. Pour être, plus concret sur ces couplages, je vous propose ici une présentation, d'un calcul du coup, j'allais dire structurel, acoustique, transitoire qui a été réalisé sur une montre à sonnerie. Donc ce que vous voyez là, c'est la montre avec, ce qui vibre ici, c'est le timbre horloger, donc il y a un marteau qui vient le percuter, il se met à vibrer, et ce calcul qui a été réalisé, on pourrait le réaliser tout d'abord, juste avec une analyse modale, où on regarderait le spectre de fréquences et on aurait une idée en gros du son au moment de l'impact, mais uniquement au niveau de l'impact. Ici, l'idée, c'est de pouvoir aller beaucoup plus loin,
Et grâce à ces nouveautés, on n'a plus besoin de snippets pour aller loin. On peut directement, avec l'interface graphique Mechanical, regarder ce qui se passe en transitoire. Donc l'impact se passe, et ensuite vous avez une variation des différentes fréquences. Certaines vont être amorties plus vite que d'autres, et c'est ça au final qui va faire la qualité du son. C'est pas uniquement le son au niveau de l'impact, c'est surtout le son après impact, la manière dont la vibration s'établit. Donc là ici vous avez le timbre horloger qui vibre, il transmet les vibrations à la montre, donc à la boîte, à la carrure, à la glace, et ce sont tous ces éléments extérieurs qui vont faire vibrer l'air. Et ces variations de pression, elles sont aussi prises en compte. C'est pour ça que vous avez une grosse sphère qui est autour. Donc on va capter ces vibrations de pression, on va mettre un microphone numérique qui lui va pouvoir capturer le son perçu au final par l'utilisateur. Donc on peut le retranscrire, en principe vous devriez l'entendre maintenant. On l'a mis en boucle, hein, donc c'est pour ça que ça sonne plusieurs fois. Mais on a vraiment un effet transitoire entre le bang et on entend un petit peu l'amortissement derrière, bang, voilà. Donc je le coupe maintenant. Donc comment ça a été réalisé avec ce coupled field transient. Et on peut en déduire ici ces pressions acoustiques. Et on peut ensuite exporter le fichier, ce qui nous a permis ici d'avoir un son. On peut faire même plus que cela. Je vais vous montrer ici sur ce modèle. Donc là, c'est les résultats qu'on a obtenus hein, dans ce coupled field transient pour ce modèle acoustique. Donc on va exporter cette pression acoustique qui est perçue par ce microphone, donc par l'oreille de l'utilisateur, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc on va le sauvegarder. Donc là, on aurait déjà un fichier son, le même que précédemment. On pourrait regarder aussi d'autres choses, hein, comme regarder la déformation du timbre, etc. Au niveau du son, peut-être ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit quelque chose qui paraît assez bruité. Bon, c'est juste l'amortissement là qu'on voit. Mais on peut zoomer, vous voyez, hein, je fais un clic droit, Select to Range. Et là, vous voyez les différentes oscillations. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a des fréquences, et pour chacune des fréquences, il y a des amplitudes différentes. Là, on va faire juste exporter vers VX Experience Sound. Voilà, la fenêtre arrive. Et donc, avec cet outil complémentaire, on va pouvoir traiter le signal de manière, on va dire, plus visuelle, plus précise, ou plus physique, je ne sais pas, et obtenir ce type de graphe-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On va juste faire un petit zoom tout d'abord. Vous voyez ici, en Y, les différentes fréquences. La couleur, ça correspond à quoi? Si c'est rouge, c'est des grosses amplitudes. Si c'est bleu, c'est des faibles amplitudes. Et en bas, en X, c'est le temps. Donc au niveau de l'impact, on va générer des fréquences hautes, des fréquences basses. Et ensuite, avec le temps, les fréquences hautes sont automatiquement amorties. Ça paraît assez logique. En tout cas, on le visualise ici. Et on va rester surtout sur les fréquences basses. Et ça, cette transition, c'est ce qui va faire, on va dire, la richesse du son. Donc avec un calcul modal et harmonique, on a en gros la première ligne ici, au temps t égale 0. Il y avait le calcul transitoire, il a duré ici 3 heures. On a cette image qui est beaucoup plus complète. Et surtout être capable derrière d'avoir vraiment le son. Hein. Voilà. Donc avant on pouvait le faire, mais c'était beaucoup de snippets à PDL, il y avait beaucoup de complexité derrière, et maintenant c'est extrêmement facilité. Voilà, et je passe maintenant au dernier point. N'hésitez pas s'il y a des questions, je regarde. Donc les questions sont surtout au niveau de Python, auxquelles je répondrai du coup de manière séparée, plus de précision. Et donc au niveau des licences, donc déjà avec la version 2021 R1, il y avait eu cette modification des gestions de licences puisque il y avait eu apparition de ce licensing client settings avec cette interface graphique dans lequel vous pouviez retrouver l'état des licences en allant sur Gazer Diagnostics, mais qui s'était révélé particulièrement lent parce que on pouvait voir l'état des licences, mais plein d'autres choses. Donc c'était un petit peu fastidieux pour obtenir l'état des licences. Donc le point a été entendu par ANSYS et dès la version suivante, donc la nouvelle, maintenant la R2, il y a ce Reporting FlexNet Publisher License Status. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir l'ensemble des incréments qui sont utilisés ou libres dans votre entreprise. Voilà. Et de manière absolument rapide, hein, cette fois-ci.
Autre changement, c'est au niveau des géométries. Donc il y a une modification au niveau des incréments de licence pour les outils dédiés à la géométrie. Donc Discovery, SpaceClaim, Design Modeler. L'idée, c'est que à terme, tout soit géré par cet incrément qui s'appelle Disco Level 1. Je vais vous expliquer pourquoi après. De manière concrète, quelle implication ça a? Eh bien déjà, bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui ont par exemple une licence SpaceClaim. À partir du moment où vous recevrez le nouveau fichier de licence 2021 R2, donc à la nouvelle publication de vos fichiers de licence, vous allez mettre à jour votre serveur de licence, renseigner ce nouveau fichier de licence là, très sûrement aussi mettre à jour bien vos outils ANSYS, passer sur du 2021 R2, et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas accès uniquement que à SpaceClaim, mais vous pourrez aussi travailler avec Design Modeler. Et puis l'inverse, c'est vrai aussi, avec la 2021 R2, si vous aviez une licence Design Modeler, vous pourrez aussi travailler sur SpaceClaim. Autre conséquence, pour ceux qui avaient l'habitude de travailler avec SpaceClaim ou Design Modeler, mais à partir d'une licence Enterprise, que ce soit Mechanical Enterprise ou CFD Enterprise, eh bien, si vous souhaitez le faire avec la version 2021 R2, il n'y a rien à faire. Hein. Par contre, si vous souhaitez le faire sur les versions antérieures, donc 2020 R1, 2020 R2 ou 2021 R1, donc sur les 2 années précédentes, celles qui sont supportées, il vous faudra juste installer un petit patch qui indique à ANSYS comment gérer l'apparition de ce nouvel incrément de licence. Donc c'est pas à faire tout de suite, c'est à faire le jour où vous recevez le nouveau fichier de licence, que vous décidez de mettre à jour donc le serveur de licence. Il vous faudra en même temps installer ce service pack. Vous allez le trouver aisément sur le Customer Portal, Service Pack, et vous allez pouvoir l'installer comme ça. Donc juste pour expliquer pourquoi il y a ces changements-là, puisque ça fait quand même plusieurs fois où on voit des changements au niveau des licences. L'idée, c'est de pouvoir centraliser l'utilisation notamment de SpaceClaim sur cet environnement dit de Discovery. Donc Discovery, c'est quoi? Ça ressemble à SpaceClaim, mais fond en noir. C'est exactement la même interface graphique. L'idée, c'est de donner la possibilité avec Discovery de générer des calculs en direct extrêmement rapide du coup, hein, c'est vraiment c'est du direct pour explorer vos, vos géométries, changer la taille d'un des composants et puis automatiquement vous verrez la nouvelle contrainte ou le nouvel écoulement CFD dans votre système. Donc ça vous permet de faire comme ça des études de sensibilité ou de pré-design qui sont particulièrement rapides. Et ensuite, une fois que vous voulez avoir quelque chose de plus précis, il y a une option pour raffiner. Et si on veut des choses encore plus précises, bien ça, c'est ce que vous faites actuellement en utilisant l'environnement Workbench et différents modules. Donc actuellement, vous partez de ce point tout à gauche au point tout à droite. Et puis avec ces changements de licence, sur la seule même interface à terme, il y aura possibilité eh bien, de déjà faire des pré-calculs et donc de laisser aussi la possibilité à des personnes qui ne sont pas forcément utilisateurs de Workbench de faire leurs propres calculs là-dessus. Voilà un petit peu pour le contexte. Pour les résumés sur les nouveautés, j'en ai mis quelques-unes ici. On a parlé de cordon de soudure, on a parlé de ce bolt assessment, on a parlé du structural optimization, et notamment de l'optimisation de forme, qui vous permet d'avoir des variations, des déplacements des éléments pour obtenir des nouvelles formes qui remplissent votre cahier des charges, qui réduisent soit la masse, soit l'élongation plastique par exemple. On a parlé des différents types de couplage, si on veut faire du substructuring pour alléger des modèles qui sont particulièrement lourds. On a parlé de couplage avec Fluent, on a parlé de couplage acoustique, de couplage avec Motion. On a parlé de liens au niveau de LS-DYNA entre des blocs juste dédiés à la précontrainte et d'autres blocs en restart derrière. Et quelques petits conseils qu'on a pu donner ici et là. Donc voilà pour les nouveautés de la 2021 R2 qui ont été retenues. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans l'aide ou sur le Customer Portal pour plus d'informations si c'est requis. Et sinon, ben, vous pouvez nous contacter et puis on répondra très volontiers à toutes vos questions. Donc pour les différents webinaires, si vous voulez le retrouver, celui d'aujourd'hui, ou retrouver les webinaires passés, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de CodeFem. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez par exemple CodeFem Suisse
AG ou KSM France, et puis vous allez retrouver la chaîne. Sinon, j'ai mis le lien ici, vous sera envoyé en PDF. Et vous aurez l'ensemble des webinaires qui ont été donnés, donc en français par KFM. Ensuite, on a d'autres webinaires à venir. On a un webinaire sur la présentation d'LS-Dyna avec tout un spectre d'utilisation qui sera en octobre. Je vous ai mis le lien aussi. Et ensuite, on aura des webinaires horlogers et structurels de manière présentation générale de ces deux domaines-là en décembre. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse aussi le lien vers notre site pour tout ce qui va être formation en français. Comme ça, vous n'avez pas à chercher comment voir uniquement ce qu'il y a en français. Et déjà, ici, il suffit de cliquer là-dessus. À venir, notamment, il y a introduction à la mécanique, une fois en octobre, une fois en novembre. Puis voilà, puis je vous laisse me poser d'autres questions s'il y en a. Alors, j'ai une question sur Discovery que j'ai présenté juste précédemment avec ce nouvel incrément qui s'appelle Disco Level 1. Alors, c'est Discovery niveau 1, ça veut dire quoi niveau 1? Ça veut dire que ça va être la partie modèle ici. Donc, quand vous avez le Discovery Level 1, vous pouvez faire la même chose que SpaceClaim ou Design Modeler, mais il n'y a pas la possibilité de faire ces calculs en direct. Ça sera le niveau au-dessus, donc c'est un niveau de licence complémentaire. Voilà. Je regarde les autres questions. Ça semble être répondu. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas s'il y a des questions à nous contacter ou dans le cadre du support ou directement sur notre site internet. Vous retrouvez les adresses pour le support, que ce soit en France ou Suisse. De toute façon, ça arrivera au même endroit. On a l'œil sur les deux. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres nouveautés ou dans le cadre d'autres webinaires.